et j'étais, disons, un homme de gauche romantique, littéraire. Et puis je me suis rendu compte que la gauche était une vaste entreprise d'escroquerie qui vendait des idées pour mieux faire le trottoir à la pensée qui rapporte et qui permet d'obtenir finalement une domestication du peuple sous couvert d'idéaux verbaux. Hein. Et j'ai quitté la secte en quelque sorte. C'est toujours au nom de la lutte contre le mal qu'on fait le mal. Autrefois, on disait l'enfer est pavé de bonnes intentions. On pourrait dire aujourd'hui que l'enfer des atteintes aux libertés est pavé de bons textes de loi. Être libre aujourd'hui, il faut être plus fort que la bureautechnocratie, il faut être plus fort que les lobbies, il faut être plus fort que la peur. Bonjour Gilbert Collard. Bonjour, bonjour. Et bienvenue à l'émission Esprit français. Merci de m'accueillir, merci. Et est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Gilbert Collard, je suis avocat, écrivain, député européen et j'étais, jusqu'à ce que je devienne député européen du Rassemblement national, député de la Nation, comme élu de la 2e circonscription du Gard, circonscription que j'aime beaucoup parce qu'elle est très belle, très ensoleillée. Il y a des taureaux, il y a des canaux, il y a des endroits magnifiques comme Aigues-Mortes, le Grau-du-Roi, Émargues, voilà. Donc je suis très heureux d'être dans cette région historique et agricole en même temps et très belle. Et aujourd'hui, notre sujet est la Covid et le changement de la société française pendant 50 ans. Et, oui. Et tout d'abord, vous êtes engagé à gauche au début et après Oui. à droite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant, est-ce que vous êtes anticommuniste? Alors, j'ai commencé à gauche parce que j'avais beaucoup lu Jules Vallès, que vous connaissez peut-être pas, mais qui est un écrivain de la Commune de Paris. J'avais beaucoup lu Victor Hugo et j'étais, disons, un homme de gauche romantique, littéraire. Et puis je me suis rendu compte que la gauche était une vaste entreprise d'escroquerie qui vendait des idées pour mieux faire le trottoir à la pensée qui rapporte et qui permet d'obtenir finalement une domestication du peuple sous couvert d'idéaux verbaux. Hein. Et j'ai quitté la secte en quelque sorte. Quand Bernard Tapie est devenu ministre, vous savez, l'homme d'affaires aujourd'hui malade, donc que l'on va épargner puisqu'il a même subi un cambriolage récemment, mais c'est un bonhomme qui a quand même eu une vie pas très proche du peuple, loin s'en faut, et qui s'est retrouvé ministre dans un gouvernement de gauche. Alors là, je me suis dit que c'était trop et que vraiment, il fallait quitter cette secte. Et c'est ce que j'ai fait en étant très heureux de l'avoir fait. Et j'ai rejoint le Rassemblement national, qui à l'époque était le Front National, à travers un long chemin que je raconte dans un livre qui va apparaître bientôt et que vous pourrez lire si vous voulez en savoir plus. Et quand vous dites c'est une secte, est-ce que, en gros, la France maintenant est dirigée quand même par des élites de gauche? Alors c'est très compliqué. Quand je parle de secte, c'est parce que j'ai vécu de l'intérieur le fonctionnement du Parti socialiste. Et j'ai très vite, j'ai été moi-même contaminé. Hein, donc quand j'entends certains discours de gauche, je retrouve la fabrique du discours. Ils ont à leur disposition tout un arsenal de mots connotés à une histoire parfois fort belle, mais qui n'a plus rien à voir avec les mots qu'ils utilisent aujourd'hui. Par exemple, quand ils évoquent la résistance, la lutte contre la bête immonde, ils volent le sens des mots, parce que la résistance,
au départ, elle a été le fait d'hommes de droite, de royalistes, de catholiques et d'hommes d'extrême droite. Hein. Il suffit de lire l'historien israélien Epstein pour s'en convaincre. Hein. Voilà, donc je me suis rendu compte que ces gens, finalement, faisaient faire le trottoir aux mots, prostituer le langage. C'est comme ça que la gauche a maintenu et maintient encore son pouvoir hein, sur les esprits en vendant du rêve qui cache la réalité, hein, une réalité d'oppression, hein, souvent, de mépris pour le peuple. Hein. Il n'y a pas plus méprisant pour le peuple que les gens de gauche. Hein. On le voit souvent hein, quand il y a des vidéos ou quand on surprend leurs paroles. Et ils ont réussi à exercer une domination sur la culture. La domination de la gauche, elle est culturelle. Il n'y a pas qu'en France. Hein. Hein. C'est incroyable de voir à quel point, entre Raymond Aron et Jean-Paul Sartre, on a toujours préféré Sartre à Raymond Aron. Sartre qui a eu toujours tort et Aron qui a toujours eu raison. Mais il y a quelque chose de frauduleux dans l'histoire de France qui fait que on accorde aux gens de gauche un pouvoir d'humanité qu'ils n'ont pas. Alors, à mon avis, ils le doivent au romantisme de Rousseau, au romantisme de Voltaire, qui lutte contre Calas, et au romantisme de Diderot, et au romantisme des Lumières, et à une captation d'héritage, finalement. Voilà. Lénine, du reste, s'en emparera lui aussi. Hein. C'est sous couvert des idéaux de la Révolution française qu'il installera la pire dictature du monde, en se référant notamment à la terreur. On l'oublie trop souvent. Bon, alors, si vous voulez, il faudrait faire un véritable colloque là-dessus. Hein. Mais disons que, à partir de Gramsci, qui est un théoricien de gauche, opposé à Mussolini, je crois qu'ils ont été amis à une époque, mais oui, parce qu'il ne faut pas oublier que Mussolini a été socialiste, fut un temps. Hein. C'est lui qui a théorisé l'idée que le pouvoir se prenait par la culture. Et il a ô combien raison, parce que le pouvoir se prend par les mots. Par les mots. Et aujourd'hui, on voit bien que ils utilisent toujours tout un vocabulaire fabriqué hein, dans les usines à langage des pouvoirs de gauche. Alors il faudrait reprendre mot à mot tout ce qui se dit pour le discuter et montrer à quel point on a affaire à des postiches verbales. Et vous avez dit dans une émission, je me souviens, vous avez dit que vous trouvez c'est extraordinaire d'être un homme libre. Et est-ce que, c'est-à-dire à notre époque, c'est difficile d'être un homme libre? C'est risqué, c'est risqué. On en paie le prix, on en paie le prix. On peut tomber, glisser sur un mot, parce que ce pouvoir a fait ce pouvoir. Les pouvoirs en place aujourd'hui, hein, il faudrait se poser la question, que sont les pouvoirs en place aujourd'hui? C'est l'interaction entre des lobbies, des structures capitalistes qu'on peut retrouver même dans les pays qui se disent hostiles au capitalisme, hein, parce que le capitalisme est partout, y compris dans le communisme, seulement il s'habille de vêtements différents. Voilà, c'est l'union du capitalisme et de la bureau-technocratie. Ce que l'Union européenne illustre à merveille, ce que le communisme illustre à merveille, puisqu'on a une rencontre dans les pays communistes comme la Chine, par exemple, des lobbies, car le capitalisme est très présent en Chine, très agressif même, et une bureau-technocratie qui fait que ce capitalisme communiste fonctionne comme notre capitalisme capitaliste fonctionne en Europe et en France. Alors, cette rencontre entre la bureau-technocratie, qui a besoin des mots, hein,
pour dominer, et des lobbies qui ont besoin de la bureautechnocratie pour imposer leur domination universelle. Hein. On voit avec également les GAFA, tout ce que cela peut donner. Nous sommes enserrés là-dedans. Et pour être libre aujourd'hui, il faut être plus fort que la bureautechnocratie, il faut être plus fort que les lobbies, il faut être plus fort que la peur, parce que pour un oui ou pour un non, aujourd'hui, les parquets, c'est les procureurs, hein, les procureurs qui sont quand même au service du pouvoir en France, qui ne sont pas indépendants, vous poursuivent. Marine Le Pen et moi-même, on a été poursuivis pour avoir fait un tweet dans lequel on répondait à un journaliste qui s'appelait Monsieur Bourdin, qui nous comparait à l'État islamique, que l'État islamique, c'était ça. Et on avait montré une photo des exactions de l'État islamique. Eh bien, on a été poursuivis, on est passé en correctionnel, on a eu affaire à des magistrats, à des procureurs. Bon, tout ça est très pénible. Tout ça est très pénible et on se rend bien compte que la justice dévoyée est devenue aussi un instrument de ce totalitarisme. Il n'y a plus de sécurité juridique. On peut être poursuivi pour un oui ou pour un non. Et c'est-à-dire, vous avez constaté il y a un changement de la société au niveau, par exemple, de la loi. Le droit, il y a un changement de l'esprit de la loi. Ah, la loi, il n'y a plus, si vous voulez, la loi n'a plus... il y a la loi et l'application de la loi. Chez les nazis, on appliquait la loi. Chez les communistes, chez Lénine, chez Staline, on appliquait la loi. Tout dépend comment on l'applique et comment on l'interprète. Et tout dépend si on a des juges serviles ou pas. Alors, il y a aujourd'hui une application de la loi qui est abusive. On a des textes de partout, dans tous les coins, dans tous les recoins, et si on veut emmerder quelqu'un, il suffit de dénicher un texte et de le lui appliquer. Mais on a vu surtout apparaître dans le cadre du quinquennat de François Hollande des instruments répressifs très particuliers. Le parquet national financier, une autorité de police affectée aux infractions financières, une autorité chargée de contrôler la transparence, une 31e chambre correctionnelle chargée de juger d'affaires spéciales. Tout ça à l'époque où il y avait M. Gély, qui était directeur des affaires criminelles et des grâces, un ami de François Hollande, Madame Moulette, qui avait travaillé dans le ministère de Madame Royal, qui prenait la tête, Madame Moulette, du parquet financier. Bon, on a vu se mettre en place tout un système qui permet quand même de pourchasser les opposants. Voilà. Alors, c'est inquiétant parce qu'on oublie trop souvent que les juges sont choisis par le président du tribunal, hein, qui fait un peu ce qu'il veut et qui choisit le juge d'instruction qu'il a envie de choisir. Et c'est un peu. Et le parquet choisit les chambres devant lesquelles il renvoie les affaires. Bon, donc tout ça, on parle d'indépendance, mais quand on a le chef de gare dans la poche, on envoie le train où on veut. Est-ce que cela veut dire que la loi maintenant, il ne défend pas la justice, mais il défend plutôt contre son adversaire? Bah, écoutez, quand on voit, enfin moi j'ai aucune sympathie pour Nicolas Sarkozy, vous vous en doutez, mais quand on voit le parcours judiciaire qu'on lui impose à travers des affaires quand même qui ne tiennent pas, quand on voit que son avocat a été écouté a été surveillé sous forme d'écoute, sous forme d'exploitation de ce qu'on appelle les fadettes pendant près de 5 ans, quand on voit tous les dossiers que l'on ouvre contre lui, quand on se rappelle l'affaire Bettencourt avec le juge Gentil qui porte mal son nom, hein, qui avait même qui avait fait convoquer par la police l'avocat de Sarkozy pour qu'il remette des agendas, vous vous rendez compte? Bon, tout cela ne sent pas bon. On n'est plus dans le classicisme juridique.
qui fait qu'un texte s'applique en sa forme et qu'on ne peut pas le dénaturer par son application. Il faut revenir à une forme rigoureuse d'application de la loi, à une forme classique. Il y a aujourd'hui une interprétation de la loi qui fait que la loi, elle est votée par les magistrats, elle n'est plus votée par les députés. Ils font ce qu'ils veulent de la loi par la jurisprudence. Et ce n'est pas bon. La jurisprudence, elle doit être conditionnée, si je puis dire, par le fait et non dénaturer le fait. Avez-vous des exemples? C'est-à-dire la loi et il y a des inversions des valeurs. C'est-à-dire la loi maintenant, il défend, comment dire, la loi, il y a des lois perverses qui attaquent la moralité. On ne peut pas dire qu'il y a... C'est l'application de la loi qui est perverse. Quand on vote une loi, il faut toujours se projeter dans la réalité où elle va s'appliquer. Parce que avec l'émancipation liberticide de la jurisprudence, on fait dire à la loi ce qu'on veut. On lui fait dire ce qu'on veut. Quand on voit la jurisprudence de la Cour de cassation, on est effrayé de constater à quel point elle dénature parfois la loi, notamment en matière d'écoute. Bon, le secret professionnel des avocats n'existe pratiquement plus. Et c'est dû d'abord à une loi votée par la droite, c'est la loi Perben, qui a porté son premier coup au secret professionnel de l'avocat, il ne faut pas l'oublier. Le secret existe à condition qu'il y ait un motif légitime. Bon, c'est ce qui est dans le texte de la loi Perben. Alors après, évidemment, la gauche, elle a beau jeu de continuer le travail qu'une certaine droite a pu faire. Mais on l'oublie trop, la droite a été liberticide aussi. Bon, alors après, évidemment, elle s'est fait mordre par ses propres chiens. Mais tant pis pour elle. Un exemple de perversité de l'application de la loi et non pas de la loi, c'est l'affaire Fillon. Bon, on peut ne pas l'aimer, moi je l'aime pas, je le trouve profondément dédaigneux, profondément servile, profondément lâche, mais ce qu'on lui a fait est un montage de l'application de la loi. Bon, vous vous rendez compte, on en est arrivé à autoriser le juge à contrôler les dépenses d'un parlementaire. Où est la séparation du pouvoir? Même si Fillon a eu tort, je ne le défends pas, mais je défends un principe. À partir du moment où les juges peuvent contrôler la manière dont un parlementaire utilise les fonds que le Parlement lui donne pour prendre des collaborateurs et la manière dont il organise cette collaboration, il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Imaginez que le Parlement aille contrôler le travail d'un juge, bon, on crierait à la violation de la séparation des pouvoirs et on aurait raison. Et comment vous pensez le passeport vaccinal et le certificat numérique? Mais cela fait pas, si vous voulez, on est piégé par la déformation du réel et on a du mal à comprendre. J'ai été frappé en lisant un très bel auteur français, Joseph de Maistre, dans son livre sur les considérations de la France, le livre écrit au XIXe siècle sur la Révolution française, de voir ce qu'il racontait pendant la période révolutionnaire. Chaque fois qu'un événement arrivait, comme il en arrive plein aujourd'hui, les gens étaient atterrés. Vous ne comprenez pas. Et quand on leur disait « Qu'est-ce que vous en pensez ?», tout ce qu'ils répondaient, c'est « On ne comprend pas. On ne comprend pas. » Ben, aujourd'hui, on en est là, quoi. La seule explication intelligente qu'on puisse donner aux événements qui nous bousculent, qui nous ballottent, qui nous écrasent, qui nous ridiculisent, qui nous font mal, qui nous endettent, c'est on ne comprend pas. On ne comprend rien. On ne comprend rien à la politique de vaccination. On ne comprend rien à la politique de dépistage. On ne sait toujours pas pourquoi on n'a pas les lits de réanimation qu'on devrait avoir. On ne comprend pas pourquoi on a inventé la notion d'activités essentielles et non essentielles. À un moment donné, les librairies n'étaient pas des activités essentielles. Vous voyez, on ne comprend pas. Bon.
Alors, on se dit que si on ne comprend pas, parce qu'on n'est pas forcément tous des abrutis, c'est qu'il y a derrière un travail qui se fait, qui a un but, quoi. Alors, ça peut être un but. Alors, je rappelle quand même que Amnesty International vient de signaler qu'en France, on est mal placé pour la défense des libertés, hein, et qu'on s'est servi de l'épidémie, de la pandémie pour renforcer les atteintes aux libertés. Alors, on a beau jeu, vous comprenez, sous couvert de lutte contre la pandémie. C'est toujours au nom de la lutte contre le mal qu'on fait le mal. Autrefois, on disait l'enfer est pavé de bonnes intentions. On pourrait dire aujourd'hui que l'enfer des atteintes aux libertés est pavé de bons textes de loi, hein, bien moralisateurs, mais au jour le jour, les libertés se restreignent, on met des menottes aux mots, on nous empêche d'aller et venir, on veut créer maintenant un passeport. Est-ce qu'on pourra revenir sur tout cela? Voilà, la question, elle est là. Est-ce qu'il y a une clause de revoyure, comme on dit, hein? Est-ce qu'on pourra, une fois l'épidémie dissipée, une fois la pandémie chassée, est-ce qu'on pourra revenir sur toutes ces atteintes à nos libertés? La question, elle est là. Or, je n'ai vu nulle part de clause de revoyure. Et comment lutter contre des mesures qui sont censées nous protéger contre le mal? Vous voyez, la perversité du système, c'est qu'elle nous fait mal en prétendant lutter contre le mal. Contre le mal du capitalisme en Chine, hein, contre le mal de la corruption en France. Voilà. Mais on est piégé parce que c'est au nom de la lutte contre le mal qu'on fait le mal. D'après vous, par exemple, la Chine a propagé le virus dans le monde entier. Oui. Mais il n'y a aucun pays qui ne réclame la responsabilité. Non, parce qu'il y a une interpénétration des intérêts aujourd'hui. Ça s'appelle le mondialisme. Regardez le comportement de l'Allemagne vis-à-vis de la Turquie. Les intérêts allemands font que l'Union européenne n'ose pas broncher contre la Turquie, qu'on n'ose pas bouger contre la Chine. Il n'y en a qu'un qui osait un peu la ramener, c'était Trump, mais on a fini par le faire tomber. Il y a, tout à l'heure, quand je vous parlais du mondialisme, quand je vous parlais, pardon, des lobbies, de la bureautechnocratie et de l'interpénétration entre les lobbies et la bureautechnocratie, j'aurais dû ajouter le mondialisme, qui est un troisième facteur de soumission. Et vu l'interpénétration économique, vu l'interpénétration des intérêts, vu la soumission, faute de souveraineté, que nous avons à l'égard de fournisseurs comme la Chine, en tout domaine, on peut rien dire. Alors on se fait plaisir de temps en temps en attaquant les atteintes aux droits de l'homme. Mais c'est du blabla. C'est du blabla. On fait rien en réalité, on le sait bien. On sait bien, hein, il suffit de voir la situation au Tibet. On n'a strictement rien fait du point de vue européen, pratiquement, concrètement, pour venir en aide au Tibet qui vit une situation quand même de domination politique, autoritaire, réelle. En fait, dans mes yeux, le mondialisme, c'est une variante de communisme. C'est-à-dire, par exemple, en Chine, c'est une combinaison de capitalisme côté économique, mais communiste régime. Et mondialisme... Allez-y, pardon, allez-y. Mais le mondialisme, c'est la finance, et après associer cette dictature de surveillance. Mais le communisme est un mondialisme, puisqu'il a voulu se transporter partout. Il a voulu, à un moment donné, c'était le mot d'ordre, par le biais du Parti communiste, instaurer un communisme universel. Il n'y a pas réussi, mais à un moment donné, quand même, l'emprise était forte, et c'était une emprise à caractère mondialiste, qui ne le disait pas, mais qui le faisait. Et il reste, et tout cela avec en plus quand même un soubassement économique d'une voracité réelle, d'une voracité géographique.
géopolitique, économique, boursière, capitaliste. Donc on peut dire que le communisme a été l'un des fourriers du mondialisme. On appelait ça autrefois l'universalisme. C'était beau, là, hein, quand on voulait transporter, par exemple, les idéaux de la Révolution française un peu partout, c'était au nom de l'universalisme. Malheureusement, l'universalisme est devenu un mondialisme. C'est plus du tout la même chose. Parce que l'universalisme, il peut être désincarné un temps, pas tout le temps, un temps. Bon, on sait bien que tout commence en mystique et tout finit en politique, hein, mais très vite, ce mondialisme a pris le pas et a pris un pas dominateur. C'est-à-dire, d'après vous, par exemple, Davos, c'est des élites. Davos, c'est des élites, en fait, qui veulent changer le monde avec une gouvernance mondiale. Oui, non, vous savez, le pouvoir, ça a toujours été les banquiers. Alors, il fut un temps où le pouvoir de la banque était un pouvoir appuyé sur des données matérielles. Maintenant, ils ont réussi en plus à créer un financement immatériel, un financement cosmique, si je puis dire, hein, très rentable, très efficace, mais qui a cette particularité d'être invisible et de circuler dans le monde entier par le biais des réseaux Internet, par le biais de l'immatérialité économique, hein, des sociétés, des cours en bourse, enfin tout cela est bien connu. Bon, ce qui fait que désormais, on a affaire à des capitalistes invisibles quasiment. Mais ils s'entendent très bien, ils se connaissent, ils se retrouvent, ils se recoupent pour mettre le marché en coupe réglée. On est devenu des grenouilles de consommation. Et en France, qui sont ces forces invisibles? C'est les grands groupes financiers, c'est le CAC 40, voilà, on les connaît, hein, c'est les GAFA, les grands groupes qui se partagent le marché de l'audiovisuel, de la presse, de l'industrie chimique, etc. Bon, il y en a, ils sont pas 100 000, hein, ils sont 200, 300, peut-être même pas, hein, dans le monde. Hein. Je pense que vous savez, en 1966, en Chine, on a commencé les 10 ans de révolution culturelle chinoise. Et en même temps, à Paris, il y a un mouvement, ça s'appelle le Mai 68. C'est un mouvement anti-tradition, anti-culture. Le but, c'est pour justement détruire la culture, détruire la tradition et aussi la moralité. Oui, alors je ne sais pas si on peut faire un lien entre la révolution culturelle maoïste et mai 68, bien que beaucoup de leaders du mouvement, aujourd'hui complètement installés dans la société de consommation, hein, aujourd'hui complètement installés dans le capitalisme. Quand vous pensez que Cohn-Bendit, qui était un des leaders de mai 68 et qui criait élection piège à con, a vécu toute sa vie du bénéfice des élections. Hein, s'il y en a un qui a pris les gens pour des cons avec son piège à con, c'est bien lui. Hein. Voilà. Alors tous ces leaders ont été des renégats, mais la révolution culturelle chinoise, elle avait pour but, si je l'explique bien, de détruire ce qu'on appelait l'archaïsme culturel chinois. Hein. En France, en mai 68, ça a été un mouvement d'abord d'émancipation en quelque sorte, hein, contre une société qui était un peu contraignante, un peu autoritaire, qui s'était vécu comme cela. Mais ils ont été très, très classiques dans leur révolution. Bon, qu'est-ce qu'ils ont demandé? De pouvoir baiser facilement, de pouvoir contester les maîtres, de pouvoir contester la morale traditionnelle pour en installer une autre, tout aussi contraignante finalement. Hein. Je veux dire que quand on fait le bilan, on se rend compte que ce qui a été terrible surtout,
c'est la contestation des maîtres. C'est qu'on n'a plus reconnu à la transmission du savoir, à l'installation du savoir, à la pérennité du savoir, la place qu'il doit occuper quand on veut avoir une société de culture, d'esthétique, de raffinement. Je veux dire qu'on ne devient pas pianiste sans avoir un maître. On ne devient pas comédien sans avoir un maître. Et on n'a plus voulu de maître. On a dit ni Dieu ni maître. Mais on ne s'est pas rendu compte que, en contestant les maîtres, on contestait la formation. Et on est dans une société de la déformation, c'est-à-dire de l'absence de l'absence de forme. Voilà, on est déformé. On n'a plus de Dieu. On a des dieux terribles qui sont les dieux de la consommation, les dieux de la surveillance, les dieux de la peur des maladies, de l'insécurité. On a les dieux négatifs. On a les dieux d'une migration absolument pas contrôlée, alors qu'elle devrait l'être, par respect, ne serait-ce que pour les migrants qui méritent de migrer. Et puis on a renoncé à tous les maîtres. Certains continuent quand même, bon, parce qu'on sait très bien qu'il faut apprendre à marcher, il faut apprendre à parler, il faut apprendre à écrire. Et quand on veut faire de la poésie, même si on est Verlaine ou Rimbaud, il faut avoir auparavant beaucoup travaillé. Rimbaud avait eu des premiers prix de latin, quand même, ne l'oublions pas. Bon. Tout ça, on fait comme si ça n'avait pas existé. Rimbaud s'est formé à la lecture de la Bible de Port-Royal, la plus classique. Alors, on feint de l'ignorer, tout ça. On imagine que Rimbaud, il est tombé du plafond sans avoir jamais travaillé. C'est faux, voilà, c'est faux. On ne devient pas Rimbaud du jour au lendemain sans travailler. En fait, le but en Chine, le but de révolution culturelle en Chine, c'est pour couper la racine de la culture. Oui, c'est ça, mais couper le lien entre l'homme et le ciel. Entre l'homme et le ciel. Oui, bien sûr, oui. Oui, c'est parce que, vous comprenez, quand on a une verticalité, on est soi-même le lien. Et c'est quelque part une forme de liberté qui dérange tous ces pouvoirs. Vous savez, quand Staline a été approché par des émissaires du pape, il a dit que le Vatican, combien de divisions blindées? Et évidemment, il n'y avait aucun char d'assaut au Vatican. Donc Staline a voulu dire par là qu'on s'en foutait. Et puis il est mort. Parce que même Staline est mort, même Mao est mort. Et vous savez ce que le pape, quand il a appris ça, a dit? Eh bien maintenant, il est là-haut. Il va voir combien on a de divisions. Qu'est-ce que vous pensez? L'infiltration de l'idéologie marxiste et communiste, quelle est son conséquence dans la société actuelle? C'est très, très difficile à exprimer parce que la France est un pays complexe, mais l'idéologie marxiste a réfrigéré, a glacé par son formalisme, par son dogmatisme, qui s'est infiltré dans les universités, la relation humaine. Et aujourd'hui, elle s'est déplacée, puisqu'il n'y a plus de prolétariat, la gauche l'ayant abandonnée, vers ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, qui est un marxisme dans sa terreur, dans sa glaciation de la relation, dans sa police de la pensée et dans son rayonnement universitaire. On interdit, par exemple, une pièce d'Échille parce que des comédiens ont un masque noir. Alors, on a l'impression qu'on revient à la période de la rééducation culturelle. Alors, c'est ce qu'il y a de terrible dans
dans le communisme, qui est une application du marxisme. Parce que quand on relit Marx, il aurait été pas forcément communiste, hein, au sens où l'entendait Staline, au sens où l'entendait Lénine, au sens où l'entendait Mao. Hein. On a une vision rigidifiée de la relation humaine. Il faut être obéissant. Il y a une autorité dogmatique qui s'appelle le parti, et il faut obéir. Il faut obéir. Or, la liberté, c'est de discuter, de désobéir, non pas à la loi, mais de désobéir, aux consignes. Aux consignes. Bon. Et ma vision, moi, c'est beaucoup plus compliqué que ça, bien sûr, il faudrait un colloque, hein, mais c'est cette domestication de la pensée. Voilà. Et comme je suis un homme libre, je suis obligé de vous dire que je vais vous quitter. Parce que l'heure a sonné. Juste le dernier message. Avant de conclure notre interview, quel est votre message pour les personnes qui aiment la liberté d'expression comme vous, qui se sentent étouffées aujourd'hui en France? Alors, moi, je leur donnerai comme message de lire Voltaire, qui a été un homme capable de mener des combats en étant menacé quand même de la Bastille. On est aujourd'hui menacé de la même manière, et il faut aller sur les chemins de la vérité en ricanant. Il faut aller sur les chemins de la vérité en ricanant. Cultiver l'humour. C'est un extraordinaire laisser-passer aux frontières de la connerie. Tant que les atteintes aux libertés ne sont pas de nature à l'enfermement physique, qui là appelle la révolte, bien sûr, il faut utiliser l'arme terrible de l'humour. On ne l'utilise pas assez, et nos adversaires en ont peur, comme le diable a peur de l'ail. Voilà. Merci beaucoup, Gilbert Collard. Merci à vous. Bonne journée.